C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. On ne fait pas la médecine sans s'ouvrir à l'autre et sans essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est vraiment quelque chose qui m'a été apporté par l'infectiologie et plus je fais de choses différentes et plus je trouve que c'est passionnant. Et ça nous donne du sens finalement à ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait et vers où on va. Et je trouve que ça a une belle revalorisation de nos métiers de la médecine, de l'aller vers. Et c'est quelque chose qu'il faut garder. Ouais. Marie Gilbert est médecin infectiologue en ambulatoire à l'hôpital Bichat Claude Bernard depuis 4 ans. Une fois par semaine, elle réalise des consultations pour le SAMU social dans un espace d'accueil en plein cœur de Paris. C'est là que nous l'avons rencontrée pour parler de solidarité, de l'hôpital pendant le Covid et de la nécessité d'accepter l'échec pour devenir un meilleur médecin. Médecin du SAMU social. Voilà. C'est bon, docteur. De toute façon, on a un seul médecin. Alors, faut que je crois qu'ils sont pas fermés. Bonjour. Ah, salut, ça va? Je posais la question. Ouais, je suis un peu à la bourre. T'es habituée. C'est la salle de consultation, du coup, parce qu'on voulait avoir un petit bureau, mais il est... Si j'avais pas pu faire médecine, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Ça m'a toujours beaucoup attirée. Beaucoup plus sur le plan chirurgical initial, parce que j'opérais mes peluches à 6 ans, très sérieusement. C'était des otaries. Au début, c'était peut-être parce que je trouvais ça rigolo, le corps. Et après, tout au long de mon parcours, finalement, c'est beaucoup plus l'autre qui m'a intéressée, quoi. C'est comprendre comment est-ce qu'on peut apporter du soutien. C'est un mot un petit peu gros, mais à l'humanité, faire sa petite part, sa petite pierre à l'édifice. Et je trouvais qu'avoir une écoute et une empathie, c'était déjà énorme. Et je voyais pas comment faire ça autrement qu'en étant médecin. En fait, il y a plein de métiers du soin qui le font. C'est génial, j'aurais pu être assistante sociale en vrai. Ou psy peut-être. Mais c'est comme ça que je voyais les choses. Et je crois que dans notre représentation, en tout cas quand moi j'étais enfant, le métier d'aide à la personne, le mieux c'était médecin, quoi. Donc c'était ça qu'il fallait faire. Mais j'aurais probablement pu faire d'autres métiers. Du soin à la personne. Donc du coup, j'opérais mes peluches. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à la chirurgie vraiment pointue. C'est-à-dire que je voulais être la meilleure de la meilleure. J'ai une espèce de casquette, de toujours le plus. Je voulais être chirurgien, orthopédique, pédiatrique, enfin voilà, un truc hyper waouh. Puis en fait, on fait ses premiers stages et je me suis rendu compte que la chirurgie, en fait, ça me plaisait pas du tout. Le rapport au patient n'était pas celui qui me plaisait. Finalement, c'était pas un rapport technique que je cherchais, mais c'était beaucoup plus me creuser les méninges, d'aller chercher le diagnostic et puis d'aller discuter avec le patient, de faire de l'accompagnement. Et ça, j'y trouvais pas ma place en chirurgie. J'ai pas du tout aimé cette ambiance où quand t'es une nénette, tu te fais reluquer, t'as pas forcément des réflexions toujours bien placées. Alors bien sûr, pas de la part de tous les chirurgiens, des personnes formidables avec qui j'ai travaillé, que ce soit des mecs ou des nanas. Parce que d'ailleurs, le côté patriarcal et masculiniste concerne aussi les chirurgiennes. Donc c'était pas toujours un environnement dans lequel je me sentais ni à mon aise, ni finalement très attirée, quoi. Et l'infectiologie, je l'ai découvert en 2e année d'externat. J'ai fait un stage au CHU de Lille et en fait, il y avait tout ce que j'aimais, quoi. Il y avait de la pathologie tropicale, il y avait des trucs que je connaissais pas, il y avait de la parasito, ça c'était passionnant. Il y avait un bel élan, il y avait une véritable volonté d'aider la personne. Et il y avait vraiment cette prise en charge un peu globale, c'est qu'on faisait pas que de la médecine. Je pense que l'époque du VIH, dans les années 80-90, a créé véritablement l'infectiologie telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire un partenariat avec le patient. C'est les patients qui nous ont appris le VIH à l'époque, c'est pas nous. Et on a vraiment avancé main dans la main. Et ça, je trouve ça vraiment super parce qu'en fait, je trouve qu'en infectiologie, c'est vraiment ça qu'on fait. C'est qu'on avance main dans la main et on essaie d'être attentif à pourquoi on fait ça et vers où on va et qu'est-ce que veut le patient, quoi, finalement. Essayer de ne pas imposer la patte médicale, ce qui peut être très rapide et parfois nécessaire, bien sûr, mais c'est vraiment ça qui m'a plu dans l'infectiologie. Vous êtes déjà venus? Oui. Je vais regarder le dossier. Du coup, vous avez quel âge? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans? Oui. Tout jeune. Ok. Vous avez des problèmes intestinaux, c'est ça? Problème? Il y a des problèmes au niveau du ventre? Non, c'est ici qui me fait mal. Le bas-ventre, il fait mal. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il fait mal? Ça depuis au pays, je ne sais pas à quoi. Vous venez de quel pays? Je suis de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ça roule. Et est-ce qu'il y a déjà eu des coups ou des blessures à ce niveau-là, au niveau du ventre? Non. D'accord, ça marche. Je peux examiner le ventre, voir ce qui se passe au niveau du ventre? Ok. Ok. Je soulève le t-shirt, d'accord?
Ok, de rien. Alors, vous vous détendez bien. Voilà, c'est bon. Est-ce que là, je crée des douleurs? Il y a des maladies, parfois il y a des infections au niveau de la vessie qui peuvent faire mal, ok? Et puis, il y a aussi des maladies parasitaires que l'on trouve par exemple en Guinée, d'accord? Et qui peuvent occasionner des douleurs comme ça à ce niveau-là. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une analyse des urines, qu'on fasse une analyse du pipi, d'accord? Pour ça, il faut pisser dans un pot et il faut regarder ce qui se passe dedans. Est-ce que vous seriez d'accord pour si on vous prend rendez-vous pour y aller et puis pour faire cette analyse? Mais voilà le problème. Mais moi, je dors dehors. Je dors à l'école. Ça fait trop souffrant. Ouais. Il y a trop de poussière, mais je me fais mal. Bah ouais, je comprends, ouais. Vous êtes venu en France parce que ça se passait pas bien au pays? Oui. D'accord. Ok. Vous êtes venu en France pour trouver un endroit accueillant et un peu meilleur? Ok. Oui. Bon. Ouais, effectivement, les choses, elles sont pas aussi simples qu'on aimerait qu'elles le soient. Là, actuellement, j'ai vu que vous aviez fait une demande d'asile, enfin une demande au titre de mineur, c'est ça? Oui. C'est vrai que j'étais très première de classe, ce qui m'a fait un peu redescendre de mes grands chevaux. Je m'en souviens très bien, c'est ma première année de médecine, parce que j'ai fait 2 P1. Parce que ma première année de médecine, je me suis dit, waouh, facile, de toute façon, j'ai eu 17 au bac. Bon, je l'ai raté. Puis genre, j'ai bien raté, je l'ai bien raté. Et ça m'a bien calmée. Je me suis dit, en fait, il faut que tu travailles. Et ça m'a apporté beaucoup d'humilité. Et donc, ça m'a beaucoup aussi apaisé du coup sur mes échecs. C'est-à-dire que d'accepter que vous n'êtes pas la meilleure, je trouve, vous renvoie du coup à une image beaucoup plus d'acceptation quand vous êtes mis en échec sur une situation et dites, bah oui, en fait, je ne peux pas tout faire parfaitement et surtout, je peux pas tout savoir. Et j'apprends tous les jours. Alors mal faire, ça m'arrive tout le temps parce que moi, je suis vraiment pas très douée pour les gestes. Or, je suis dans une spécialité où il faut faire beaucoup de gestes, il faut faire des ponctions lombaires. Quand j'étais néphrologue, il fallait faire beaucoup de poses de cathéters centraux, de dialyse, de médulogramme, de biopsie ostomédulaire. Et moi, en fait, j'ai hyper peur de faire mal aux gens. Et donc, du coup, si je sens qu'un patient n'est pas complètement à l'aise avec le geste que je suis en train de faire, ça me tétanise et je fais mal. Et alors, des gestes ratés, mais j'en ai pléthore à mon actif. Des ponctions lombaires ratées, des médulos enfoncés jusqu'à la garde. Ah oui, si, j'en ai fait quelques-unes des bourdes. Mais moi, j'ai jamais eu de problème à passer la main. J'ai pas assez d'ego pour me dire non, je vais la réussir à tout prix. Si jamais je vois que je m'en sors pas au bout de 2 tentatives, je préfère que ce soit bien fait par une personne à l'aise tout de suite. Il y a des patients parfois qui mettent mal à l'aise. C'est comme ça, on le sent pas. On sent une espèce de pression. Il y a des patients avec lesquels on est hyper à l'aise et ça roule tout seul. Et ça, c'est la loi de Murphy. De toute façon, un patient qui vous met mal à l'aise, c'est sûr que le geste va être raté. C'est toujours la même histoire. Alors que le patient qui a sur une ponction lombaire une colonne vertébrale en Y, pas possible, avec des angles, vous vous dites mais jamais je vais réussir cette ponction, paf, il est hyper calme. Vous dites mais non docteur, ça va passer tout seul. Et il a raison, ça passe tout seul. Finalement, on gère le stress avec le patient, parce que c'est le patient qui nous aide. On gère le stress avec les collègues. Et puis l'échec, alors en vrai, l'échec, moi ça me passe vraiment au-dessus. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Et ça, c'est ce que j'essaie un peu aussi d'enseigner aux internes, aux externes ou aux étudiants quand j'en ai sous la main. C'est en fait, l'échec, c'est pas la fin du monde. Ça fait pas toi quelqu'un nul. Des échecs, tu vas en avoir toute ta vie, tu vas apprendre toute ta vie. Et c'est quand même hyper important de pouvoir être en paix avec ça, quoi. Parce que si tu veux tout le temps faire parfaitement, fais pas d'études de médecine. Enfin, je veux dire, va directement voir les patients. Ça veut dire que t'es trop fort, t'as rien à apprendre. Quand on est plus jeune, le premier rapport au corps qui peut perturber, c'est celui qui ne nous ressemble pas. Donc oui, je pense que les premières fois que j'ai dû examiner des patients très âgés, nus, vulnérables, potentiellement souillés, les premières personnes qui ont été le plus difficiles, je pense, à gérer, c'est les patients qui étaient dans des états de confusion ou dans des états de démence importants. Ça, ouais, quand on est jeune, c'est pas facile. Après, le premier rapport au corps, je pense le plus violent que j'ai eu, c'était le premier jour de mon premier stage d'externat,
où bravement j'avais accepté, j'étais en gynéco-obstétrique et j'avais accepté de prendre la première garde. Donc ça fait vraiment flipper quand on est en D2 de prendre la première garde de gynéco-obstétrique, où on m'appelle à 8h au staff, mais qu'est-ce que tu fais, t'es pas au bloc? Donc on est complètement en panique, le bloc on sait pas où c'est, on sait pas comment s'habiller, on sait pas où on doit aller, on connaît pas les codes, on a peur, on est en stress. On arrive dans la salle de bloc, on se fait engueuler parce qu'on n'est pas en habit, qu'on est en train de destériliser tout le matériel. Et puis finalement, j'ai une infirmière sympa qui arrive, qui m'habille, qui me met dedans, qui me dit « t'inquiète pas, ça va aller ». Et là, il y avait cette patiente qui était en train de vivre une césarienne. C'était une patiente qui était un peu en surpoids, la césarienne était un peu difficile. Et en fait, la chef de clinique m'a dit « bon bah voilà, il faut que tu prennes cette valve et il faut que tu écartes de toutes tes forces sur le ventre de la dame ». Et bon, bah j'ai écarté toutes mes forces et juste après, je suis tombée dans les pommes. Je me suis réveillée, j'étais les pieds contre le mur. Je pense que j'étais plus en poids pour tout le monde qu'autre chose ce jour-là. Mais ouais, le premier rapport au corps, c'est vraiment c'est l'histoire d'une césarienne sur un ventre qui se déchire. Et en fait, c'est hyper violent. Moi, avant de voir mon premier mort, j'étais, je pense, comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, la mort, pour moi, c'était la mort au cinéma. Hein. Donc, c'est ces gens alanguis, tout roses. En fait, la mort, c'est quand elle survient, ça transforme une personne en très très peu de temps. En fait, il y a vraiment une altération des téguments qui est très rapide. Il y a un jaunissement de la peau, il y a un flétrissement, et puis il y a ce qu'on appelle la rigidité cadavérique qui apparaît très rapidement. Et visuellement, c'est une énorme claque. On ne peut pas faire autrement que de voir la visualiser en fait, la visualiser, la sentir, la vivre quoi. C'est pas traumatisant parce que moi les premières morts que j'ai vécues, je m'en souviens pas exactement et c'est pour ça je pense que c'était pas traumatisant, c'est que c'était des personnes dont le décès n'était pas forcément complètement attendu mais probable dans les jours à venir, généralement des personnes très âgées ou avec des maladies qui allaient de toute façon nous quitter bientôt et qui étaient dans des dispositifs de soins plutôt d'accompagnement et de réduction des prises en charge curatives. Donc ça devait probablement être pendant mes premières gardes où on nous appelle dans les étages pour constater les décès et donc voilà, on constate quoi. Mais par contre, le visuel est frappant. Et donc entre mon internat et mon assistanat, j'ai un an de battement parce que voilà, c'est un peu le jeu des postes, j'y avais pas de place tout de suite. Je m'étais dit, la vie m'offre une année, je vais la prendre et en faire ce que je veux. Sachant pas trop par où commencer, j'appelle une de mes collègues qui s'appelle Armelle Pasquier, qui est l'ancienne responsable du pôle santé du SAMU social de Paris. T'as pas un poste sous-payé pour moi au Lance-Pierre pendant un an? Elle a été super, elle m'a fait rencontrer donc le professeur Yazdan Panac, le chef de service du service de maladies infectieuses et tropicales de Bichat, et qui m'a proposé de me prendre en tant que praticienne attachée à Bichat. Puis au bout de 3 mois, on s'est pris la vague Covid dans la figure. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Commencer à travailler en plein milieu d'une pandémie mondiale, et alors quand on est infectiologue, c'est le feu. Enfin, en fait, moi, sur mon CV, je pourrais jamais rêver mieux, en fait. Il n'y a rien qui aurait pu être plus formateur. On a décidé d'ouvrir un service pour pouvoir accueillir des patients qui n'étaient pas assez graves pour être hospitalisés, mais qui étaient suffisamment comorbides pour risquer de mal évoluer. Et donc le but, c'était quand même pouvoir continuer à les suivre. Et donc du coup, on avait mis ça en place. On a constitué une petite équipe de personnes médicales. On a recruté des paramédicaux et puis on a lancé le rêve ambulatoire et ça tournait du feu de Dieu. Et on a des externes qui sont revenus bosser alors qu'ils n'étaient pas obligés. Tous les chirurgiens qui étaient du coup en arrêt complet parce que les blocs ne tournaient plus descendaient dans les unités de réanimation, retournaient les patients quand il fallait leur faire du décubitus ventral pour les aider à mieux respirer en réa. Il y avait des anesthésistes qui brancardaient. Enfin, en fait, tout le monde a un peu changé de métier ce jour-là pour qu'on se débrouille, quoi. Donc, notamment cette unité ambulatoire où, en fait, on s'est fait suffisamment confiance les uns les autres pour se dire que ça allait aller, même si on n'avait pas forcément fait nos preuves depuis longtemps. C'était une belle histoire, quoi. Ça a créé une espèce d'ambiance extrêmement intense d'équipe. On a eu une solidarité. Bon, déjà, il y a eu la solidarité nationale et internationale absolument folle qu'on a vécue, qui était ultra galvanisante et qui était un moment... je pense vraiment exceptionnel, en tout cas pour nous les médecins et les équipes paramédicales, parce que ça nous a beaucoup porté dans ces périodes qui étaient quand même extrêmement difficiles, qui a créé des amitiés, des solidarités extrêmement fortes. Et en fait, moi, je suis sortie de cette année-là rincée, et j'avais qu'une envie, c'était revenir. Enfin, c'était de revivre ça, alors, pas le Covid, hein, qu'on s'entende bien, mais de revivre cette ambiance d'équipe et de très grande
ouais, une grande famille en fait. Hein. Taquet, mignon, taquet. Lâche rien. Je suis infirmière au service social de Paris et j'ai appelé pour prendre un rendez-vous pour un patient qui est déjà venu chez vous. Oui, c'est lui. Ok, bah super. Merci beaucoup, madame. Au revoir, bon après-midi. Charmant, cette secrétaire. Parfois, elles sont simples. Parfois, les secrétaires ne sont pas toujours sympathiques. Ok. Donc ça sera Super. au même hôpital que celui où vous êtes allé la dernière fois, monsieur. Et l'hôpital Cochin sur la ligne 6. D'accord. Vous parlez un peu français? Un petit peu. Actuellement, moi, je suis infectiologue à l'hôpital Bichat Claude Bernard, donc ça fait partie du groupe APHP. Moi, je suis médecin ambulatoire. Donc moi, par exemple, mon planning hebdomadaire, eh bien, le lundi matin, je fais des consultations dans le cadre du dispositif Parcours Santé Sexuelle. C'est un dispositif qui a été monté par le docteur Claire Tanté, qui en fait permet d'accueillir et de prendre en charge des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ou d'excision sur le parcours migratoire ou au cours de leur vie. L'après-midi, je suis donc ici, où nous sommes actuellement, à la halte de jour, où je réalise pour le SAMU social de Paris en tant que médecin vacataire des consultations médicales et d'orientation pour des patients donc dépourvus de droits communs. Le mardi, je m'occupe de la consultation d'urgence du SMIT. Le mercredi, je suis un jour off, et ça c'est vraiment super quand on est en ambulatoire parce que ça nous permet de rattraper tout le temps et toutes les consultations qu'on n'a pas eu le temps de rédiger, l'organisation des HDJ et puis travailler un peu sur bien sûr les projets personnels, la recherche, les thèses quand il y en a, enfin ce genre de choses. Le jeudi c'est hôpital de jour et le vendredi c'est ma consultation personnelle, donc c'est vraiment de l'infectiologie tout venant avec une grosse valence VIH puisque Bichat est un hôpital très axé sur la recherche et la prise en charge des patients VIH notamment. Et j'ai été très séduite justement par cette possibilité de faire de l'ambulatoire ou d'ailleurs l'hospitalier et l'ambulatoire, mais en tout cas d'avoir une pluralité dans l'exercice. Vous avez un patchwork de choses, vous pouvez aussi avoir une certaine liberté à les choisir. Moi, là, dans mon parcours, par exemple, dans mon planning, je ne fais pas de consultation tropicale, retour tropical, je ne fais pas de consultation de vaccination, mais je pourrais éventuellement y prétendre. Et j'ai des collègues qui en font parce que ça les intéresse plus ou parce qu'ils s'y épanouissent plus. Et donc voilà, c'est aussi Bichat qui m'a apporté cette possibilité de le faire et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est formidable de pouvoir étendre le champ des possibilités et de jamais s'ennuyer, tout simplement. Plus je fais de choses différentes et plus je trouve que c'est passionnant. Par exemple, c'est que j'ai été vachement frappée de me dire, mais en fait, pendant mes études de médecine, il n'y a personne qui m'a montré ni qui m'a expliqué ce que c'était une excision, alors que ça concerne une proportion de femmes énorme en France. J'ai pas de chiffres à vous donner, j'en ai aucune idée, mais c'est loin d'être négligeable, surtout qu'on a une population très importante en France d'origine africaine subsaharienne. Par exemple, il n'y a même pas un chapitre en gynécologie à l'ECN sur lequel on parle de ça. Et j'ai trouvé ça effarant, en fait. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage, il y a plein de choses à apprendre encore. Alors ça, c'est super, par contre, il faut toujours continuer à apprendre des choses, mais peut-être qu'on a une médecine un peu centrée, ce qui est naturel et ce qui est normal sur nos visions, probablement très blanches, encore un peu patriarcales, et qu'on a besoin je pense, d'aller creuser d'autres choses. Et la médecine de précarité, la médecine de santé de la femme est peut-être quelque chose qui manque encore aujourd'hui dans nos manuels. Okay. La dernière fois que monsieur est venu, c'était pour des problèmes dentaires. Non, problème maintenant, c'est un peu quelque chose. D'accord, ça c'est nouveau. Buraya geldim, Türkiye'de de vardı bir sene. Biraz daha fazlalaştı. Kaç ay? Bir sene, 1,5 senede falan var. Un an. Ça fait un an. D'accord. C'est après le travail, c'est ça que ça survient. Vous faites quoi comme travail? Bâtiment. Bâtiment, d'accord. C'est quoi le produit qui provoque ça? C'est le béton, c'est le... Maçon. Béton, oui. Oui, maçon. Béton, tout. La maçonnerie? Maçon, Tout, oui. Ok, maçon. Je vais regarder la main, vous êtes d'accord? Oui. Maçon. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Comment? Est-ce qu'il y en a ailleurs sur le corps? Voilà. Quoi? Est-ce qu'il y en a ailleurs sur le corps? Est-ce qu'il y en a sur les bras, les jambes? Est-ce qu'il y en a ailleurs? Un autre endroit? Non. Bir burada mı var? Burada ya, başka Yani bazen bak, işte just ça. burada var, küçük burada var. Bir de buradan bazen un oluyor. petit peu quand même, ok. Il y en a un petit peu sur les doigts, d'accord. Tozdan falan oluyor. Ok, ça marche. Ouais, je pense que c'est de la dyshydrose encore. On a des dermocortes. Ouais, normalement, ouais. On en a donné pas mal ces derniers temps. Hein. Oui, j'ai l'impression que... Ouais. L'hiver, c'est la saison du sérum fille, et puis l'été, c'est l'été.
Çalıştığım zaman oluyor normalde. Yani tozda falan Travail, çalıştığım c'est zaman. comme ça ici, bêtement, Ouais. tout de suite, ici quelque chose. Çalıştığım zaman sulanıyor, güneşten kuruyor. Est-ce que vous protégez les mains? Chez... Bazen kullanıyorum, eldiven No. kullandığım zaman bazen kullanmıyorum. Il faut protéger les mains. Il faut mettre des gants. Tamam, Ok. anladım. Ok, merci. Ça marche. Vous avez quoi comme sécurité? Comme il n'y a pas l'aide médicale, la sécurité sociale? Il n'y a pas? Ouais, aide médicale? Ouais. Il y a pas. Ce serait bien de la demander. Ça permet de voir un docteur plus facilement en ville ou d'être pris en charge à l'hôpital s'il se passe quelque chose un jour. Ah, d'accord. Ok. Parce que monsieur, il travaille dans le bâtiment. Ouais. Peut-être un jour, il y aura un outil, une poutre qui lui fera du mal et c'est quand même mieux d'avoir une prise en charge dans ces cas-là. Hein? On ne fait pas la médecine sans s'ouvrir à l'autre et sans essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est vraiment quelque chose qui m'a été apporté par l'infectiologie. C'est à l'époque où j'étais assistante au CHU de Lille, donc c'était je dirais que ça il y a à peu près 2 ans de ça. On a eu un patient assez compliqué à prendre en charge parce que c'était un jeune homme qui avait une tuberculose très sévère, donc une maladie pulmonaire infectieuse très très sévère, il avait des gros trous dans les poumons. À un moment donné, dans la prise en charge, il a commencé à y avoir un truc qui buguait un peu chez ce patient, il y a un truc qui tournait pas rond, on n'arrivait pas à comprendre quoi, il y avait un truc qu'on saisissait pas trop. Et en fait, je sais pas, j'ai eu une espèce d'illumination ce jour-là. Je suis allée le voir, je suis restée dans sa chambre, on n'avait pas tout le temps de rester pendant une demi-heure dans les chambres des patients à leur faire raconter leur vie, c'est ce que je regrette parce que c'est compliqué, mais de temps en temps, et là j'ai pris le temps, je suis allée le voir, je me suis assise sur son lit, on a discuté et en fait je me suis rendu compte qu'il était en train de faire une bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire qu'en fait il était en train de complètement se mettre dans un environnement ultra persécutif et le lendemain il a complètement décompensé, enfin il pissait partout dans sa chambre, il avait tout détruit, il avait balancé son enceinte et en fait ce jour-là j'ai réussi à convaincre la réanimation de le dire en fait là il va mourir de sa tuberculose, on s'en sort pas, il prend pas ses traitements, on n'arrive pas à le calmer, en fait il faut que vous le preniez, que vous le sédatiez et que vous le traitez. Et c'est très difficile de dire ça à la réanimation parce que ça veut dire sédater un patient alors qu'il n'y a pas d'indication réelle de sédation, vous voyez ce que je veux dire? Et ben ils ont été super parce qu'ils ont été convaincus, ils ont pris le patient, ils ont réussi à faire une espèce de tambouille chimique anesthésique de sédation light. Et on a réussi à le faire voir un psy et il a pris ses psychotropes et il s'est calmé, et il s'est apaisé et donc du coup on a passé cette phase de psychose intense. Et il a commencé à prendre son traitement et aujourd'hui il est guéri, il va super bien. Et je l'ai revu en consultation, c'était une autre personne, c'était super. Il faut s'asseoir sur le lit des patients, il faut les écouter et il faut comprendre qu'à un moment donné, quand il y a un truc qui ne tourne pas rond, c'est qu'on a la bonne intuition et c'est qu'il faut aller la chercher et ça demande du temps. Et du temps on n'en a pas, il faut le prendre. On verra, hein, je serai probablement aigrie un jour. Non, pour l'instant j'ai beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir et j'essaie de m'accrocher à ça. Il faut continuer à se battre pour qu'on ait un beau service public, il faut continuer pour faire de la belle recherche en médecine, il faut continuer d'accompagner nos patients au mieux, il faut continuer de se battre pour nos patients parce qu'on leur doit bien ça et il faut continuer d'être ouvert à tous. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec, le directeur de la publication c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef Alice Deschenaux et le rédacteur en chef adjoint Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite.